On va procéder immédiatement à l'accueil du prochain conférencier pour ce matin. C'est Carl Boivin. Il va nous parler d'irrigation, le résultat d'un projet qui a été réalisé à Normandin. Carl Boivin est chercheur à l'IRDA, l'Institut de recherche en développement agricole, j'imagine, au sein de l'équipe de la Régie de l'eau en production végétale depuis 2007. Ces activités de recherche visent le développement de la pratique culturelle qui favorise l'efficacité d'utilisation de l'eau, des éléments nutritifs pour les cultures. Carl est agronome, j'imagine, oui, sûrement. Agronome maîtrise en sciences et DESS. Un diplôme d'études supérieures spécialisées. Un diplôme d'études supérieures spécialisées. Alors, sans plus tarder, Carl, pour ta présentation. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je ne répéterai pas le titre. Mais IRDA, c'est l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. C'était presque ça, mais pas tout à fait. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de l'objectif du projet dont je vais vous parler, des interventions qu'on a faites dans ce projet-là, le suivi qu'on a fait du statut hydrique du sol, les résultats du projet, et on va parler un peu du système d'irrigation. C'est quand même surprenant un peu la luminosité sur scène. Le projet s'est déroulé à la bleuetière, en fait Bleuet boréal Normandin, à Normandin. En 2021, on était dans une saison de végétation et en 2022, là, pour la saison de production. Donc, on était aussi dans un sable, en fait une texture, le sol était d'une texture sableuse. L'objectif, qui ressemble beaucoup au titre du projet, c'était améliorer les conditions environnementales du bleuet sauvage cultivé à l'aide de pratiques culturelles ayant trait au travail de sol, à la régie de l'eau et à la fertilisation. Donc, quand on parle d'intervention, j'aurais pu dire aussi traitement. On appelle ça souvent traitement quand on fait des essais comme ça. Il y avait l'irrigation. L'irrigation, l'objectif, c'était d'éviter un stress hydrique à la culture, mais c'était aussi pour favoriser le prélèvement des éléments nutritifs. Parce qu'on pense souvent au stress hydrique, mais il reste que la plante, pour aller chercher les éléments nutritifs, elle a besoin d'eau. On a pensé à du travail de sol, parce que je n'apprends rien, mais dans les bleuetières, le sol n'est jamais travaillé. Donc, il y a peut-être un sol qui peut devenir un peu plus compact au fil du temps. Donc, on voulait y aller on s'est dit, bon, avec un travail, on pourrait aérer le sol, favoriser l'activité microbienne, pour, entre autres, favoriser la production naturelle d'azote, et aussi favoriser un enracinement, pour que justement le sol soit plus propice à un enracinement profond. Donc, avoir accès à une plus grande réserve en eau de la culture. Et de l'engrais. Bon, pour répondre aux besoins nutritionnels de la culture, mais aussi pour s'assurer que les éléments nutritifs qui étaient en présence n'étaient pas un facteur limitatif à mesurer l'impact de l'irrigation. Je vais aller rapidement avec les trucs qui ne sont pas irrigation. Quand on parlait de travail de sol, on est allé voir une compagnie qui s'appelle Turf Canada, qui travaille beaucoup dans les terrains de golf ou les parcs ou les terrains de soccer, qui font de la machinerie, qui travaillent le sol sans tout détruire, parce que les joueurs de golf n'aimeraient pas ça et les joueurs de soccer non plus. Donc, comme je vous disais au départ, on voulait favoriser l'aération du sol, essayer de s'attaquer un peu à la compaction s'il y en avait, d'améliorer la capacité d'infiltration de l'eau. Et ça aurait pu permettre aussi, mais en fait, ça a probablement permis une légère incorporation de l'engrais l'année de végétation. Donc, il y a un truc qu'on appelle la trancheuse. Vous allez voir la photo après. Là, en gros, ça tranche le sol. C'est à peu près à la largeur du tracteur. Ça ne va pas très vite. C'est à peu près... en tout cas, nous, on est arrivé à peu près à 0,4 hectares de l'heure comme travail. C'est vraiment un rouleau avec des couteaux qui passent, là, qui vont jusqu'à 6 pouces de profondeur dans ce cas-ci. Ici, c'est vraiment une tranche. Là, on a juste comme nettoyé on a donné un coup de pelle, mais c'est vraiment ce que la tranche fait, là, comme ça tranche tout. Ici, c'est un autre point de vue là, de la trancheuse, ce que ça peut donner là, au printemps. Donc, il y avait aussi ce qu'on appelle une piqueuse. C'est pas tout à fait comme ça qu'ils l'appellent, mais c'est vraiment des rods de métal qui rentrent dans le sol, qui vont, même elle va un petit peu moins vite que l'autre, mais c'est vraiment une rod qui rentre puis qui va donner une espèce de petit kick dans le bas pour vraiment essayer là, de donner d'ameublir le sol si on veut. Ici, on a rentré des piquets de plastique dans les trous de la piqueuse pour que la photo soit plus intéressante. On voit l'angle un peu d'attaque des pics, des rods de métal. Puis ça permettait aussi de voir la profondeur. Là. Encore là, c'est à peu près 6 pouces. C'est assez petit. En fait, c'est 6 pouces. Donc, on voit que... Ouais, c'est ça. On voit que... C'est ça. On voit le travail que ça peut faire. Donc, on revient dans le champ où on était.
Le dispositif expérimental où on était faisait à peu près là, un 6 à 700 mètres là, de long. Donc, ce que vous voyez, ça ressemble à 4 drapeaux, mais c'est 4 blocs ou 4 répétitions. Donc, on y allait à chaque bloc, chaque couleur était un traitement de sol. Donc, par exemple, en haut à gauche, on a un coup de trancheuse. En bas, il n'y avait rien. C'était vraiment la régie où il n'y a pas de travail de sol. Puis le vert, c'était piqueuse. Fait que on mélangeait tout ça pour monter notre dispositif. Par-dessus ça, on a embarqué nos parcelles d'irrigation. Quand on parlait d'irrigation, c'est des gicleurs qui existent dans la vraie vie, mais c'est surtout utilisé, en fait, les parcelles avaient 10 mètres par 10 mètres. Donc, la portée du gicleur, ça ne serait pas le genre de système qu'un producteur de bleuets s'installerait chez eux. Ça serait plus un petit maraîcher qui utiliserait ça, mais à l'échelle de parcelles expérimentales, c'est des gicleurs qu'on trouve vraiment intéressants. Il y avait un premier traitement qui était irrigation en végétation et en production. Donc, on a vu que les parcelles le sol a été travaillé. Après ça, finalement, il y a un tiers des parcelles qui étaient irriguées. Il y a 108 parcelles en tout, mais il y a un tiers des parcelles qui étaient irriguées en végétation et en production. Il y a un autre tiers des parcelles qui étaient irriguées juste en production. Donc, l'année de végétation, il n'était pas irrigué. Et le dernier tiers, c'était le traitement qui n'était pas irrigué du tout. Par-dessus ça, on a embarqué de l'engrais. On a embarqué de l'engrais en végétation et en production. On a mis de l'actisol. Vous allez comprendre, en fait, vous comprenez pourquoi. Mais on voulait, en fait, il y avait un traitement. Encore là, il y a un tiers des parcelles qui ont eu de l'engrais en végétation seulement. Il y a un tiers des parcelles qui ont eu de l'engrais en végétation et en production. Puis un tiers des parcelles qui n'ont pas eu d'engrais du tout. Parce qu'on voulait voir ce que le sol était capable de fournir, pas comme engrais, mais comme élément nutritif, sans qu'on intervienne. Donc, ça ici, c'était juste pour vous montrer une image de ce que ça donnait la trancheuse. On aurait dit qu'on avait fait du semis intercalaire de bleuets. On aurait dit même que ça avait inhibé la croissance entre les passages de... Mais on comprend que les rangées, là, c'est où la tranche elle a passé. Puis ça, c'est 2 semaines après. Non, ça, c'est pas 2 semaines après. C'est le traitement sans travail de sol. Fait qu'on voit que c'est prometteur, la trancheuse. C'est la même date, puis la même année. Donc, j'aurais même pas besoin d'aller plus loin que la trancheuse. Ici, c'est une photo qui a été prise le 10 septembre. C'est difficile de ramener en photo ce qu'on voit en vraie vie, du moins que les appareils qu'on a, mais ça, c'est... Bon, l'automne, on a enlevé les gicleurs pour fermer le site là, pour l'hiver. Mais on voit quand même que la parcelle qui était irriguée, les parcelles qui étaient irriguées étaient plus vertes que les autres parcelles là, qui ne l'étaient pas. Ou du moins, tout ce qui n'était pas irrigué là, dans la bleuetière. Donc, si on parle de suivi du statut hydrique du sol, je n'en parlerai pas trop longtemps, mais on utilise beaucoup les sondes TDR. On a peut-être connaître les tensiomètres. C'est pas la même affaire, mais ça permet quand même d'arriver un peu au même résultat. Donc, on a cette sonde-là qu'on insère là, pratiquement à la verticale dans le sol, qui va faire une mesure moyenne de la teneur en eau du sol. Fait que ça permet de faire un suivi du statut hydrique en continu. Puis un petit, c'est pas un bonbon, là, on mesurait aussi la température du sol. Ça, c'était juste avant qu'il soit mis dans le sol. Donc, si on prend ces sondes-là, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Puis on fait un graphique avec, ça donne ça ici. Donc, l'axe horizontal, on a des journées. Donc, on a du 5 août, dans ce cas-ci, jusqu'au 19. Puis l'axe vertical, les valeurs ne sont pas très importantes, mais c'est une valeur de teneur en eau. Donc, plus c'est haut, plus c'est humide, plus c'est bas, plus c'est sec. Donc, ici, on voit, je compare ça un peu à un escalier. Donc, j'ai ciblé là, avec la flèche 1 et 2. En fait, ça se trouve être ce qui a été exporté en eau du système culturel. On pourrait dire ce qui a été prélevé par la culture, parce que dans ce cas-ci, il n'y a pas beaucoup de sol nu, contrairement à d'autres cultures où il peut y avoir une perte par évaporation, mais ici, la perte en eau est principalement par transpiration de la plante. Il n'y a pas une perte qui est continue. On voit qu'ici, règle générale, ça dépend de la culture, là, mais il y a à peu près, on voit qu'il y a une variation de teneur en eau là, qui commence à partir de 9 h le matin puis qui se poursuit jusqu'à 20 h le soir. Ça ne veut pas dire qu'elle prélève jusque-là, mais du moins, le sol devient après ça en équilibre. On voit qu'il y a un plateau, puis ainsi de suite. Donc, ce prélèvement-là, je voulais pointer avec la flèche 3 et 4, avec les flèches 3 et 4, que la hauteur de la marche était un petit peu plus basse, où on était rendu de 9 pouces, pour vous montrer que, dépendamment des journées, le prélèvement en eau de la culture va être différent aussi. Fait que plus il fait chaud, plus il fait soleil, plus c'est sec, tout ça change. Puis s'il fait soleil ou c'est nuageux, la plante va s'adapter, puis le prélèvement en eau va être différent d'une journée à l'autre. Je voulais vous montrer avec les flèches 5 et 6 des irrigations qu'on a fait. Fait que quand ça monte, ça veut dire que finalement, la teneur en eau du sol a augmenté. Donc ça, c'est une preuve qu'on a irrigué.
Ici, il y a beaucoup de dessins sur ce graphique-là, mais ici, ça va du 1er juillet au 9 septembre. On est en 2021. La courbe en bleu, ou la ligne bleue, si on veut, c'est ma culture qui est irriguée. Donc, les I, c'est à chaque fois qu'on est intervenu avec l'irrigation. Donc, on voit un pic d'eau, si on veut, puis les nuages, mais c'est quand il n'y a plus. Tandis que la courbe ou la ligne noire, c'est ma parcelle non irriguée. Fait que les deux lignes n'ont pas nécessairement besoin d'être une par-dessus l'autre, mais ils ont besoin, pas besoin, mais tant que c'est parallèle, tout va bien. En fait, c'est comparable d'un traitement à l'autre, si on veut. Fait qu'on voit qu'à partir du 9 août, ici, on voit que la parcelle irriguée en bleu, on voit que ses marches d'escalier sont encore assez bien visibles, tandis que la parcelle non irriguée en bas, on voit que finalement, à un moment donné, même à partir du 19 août, il n'y a plus de prélèvement du tout. Fait que, puis là, je ne l'ai pas sur je l'avais pas là, sur cette présentation-là, mais on avait un suivi aussi à 30 et 60 cm de sol, puis il n'y avait pas plus de prélèvement à cette profondeur-là. Ça veut dire que les plants qui étaient non irrigués ont quand même subi un stress hydrique ou une contrainte de prélèvement en eau. Parce que souvent, on va dire, c'est quoi un stress hydrique? Mais finalement, c'est quand la plante est plus capable d'aller chercher toute l'eau qu'elle a besoin. Fait que si on ramène ça sur une période qui donne à peu près 36 jours, là, la longueur de la flèche en haut qui est verte, ça veut dire que finalement, on suppose que la plante est en confort hydrique parce que justement, notre consigne d'irrigation avait été définie justement, on avait observé un peu tout ça, puis dès qu'on voyait une contrainte de prélèvement en eau, c'était notre consigne. Fait que c'est un peu la consigne qu'on s'est donnée pour ce site-là. Tandis qu'en bas, c'est clair que la culture était en stress hydrique là, durant plusieurs jours. Donc, sur cette période-là, je dirais le traitement confort, lui, a prélevé 100 mm d'eau, tandis que le traitement qui a subi un stress hydrique en fait a prélevé 4 fois moins d'eau, donc 24 mm. Donc, ça veut dire que cette plante-là, finalement, elle a prélevé aussi moins d'éléments nutritifs, puis elle s'est probablement moins développée aussi. Je vais vous montrer la pluie. En bas, c'est 2021. Donc, on a du 29 avril jusqu'au 30 septembre. Donc, on voit quand même que 2021, il y a eu quand même trois périodes là, où les précipitations étaient beaucoup plus, beaucoup plus faibles. Tandis que 2022, les précipitations étaient quand même un petit peu mieux. Là, en tout cas, le profil de précipitation était moins favorable à un stress hydrique en 2022. Si on parle des résultats maintenant, donc en 2021, nombre d'irrigations 10, comme je vous disais, on avait vraiment de consignes, ce n'était pas sorti d'un chapeau, non plus la consigne. Et 2022, on a eu 4 irrigations. La saison est un peu moins longue, mais il reste que aussi c'était moins là, propice au stress hydrique. Ce que ça représente en termes d'auteur d'eau, parce qu'on mettait à peu près 19 à 20 mm d'eau par épisode, puis encore là, ce n'est pas sorti d'un chapeau, ça considère la profondeur d'enracinement et la capacité de rétention en eau du sol, puis la teneur en eau du sol au moment de la part. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ce qu'on veut, c'est que l'eau qu'on met n'est pas plus profonde que les racines les plus profondes, parce que sinon, on vient de gaspiller cette hauteur d'eau-là. Donc, si on ramène ça à l'hectare, ça veut dire que 2021, on aurait eu une régie d'irrigation confort hydrique qui aurait pris à peu près là, 2000 m3 d'eau par hectare. Tandis qu'en 2022, la même régie, si on veut, la même consigne, nous amène à 800 m3 là, de besoin en eau. Maintenant, comment on s'y est pris pour mesurer les rendements? J'ai dit tantôt que la parcelle faisait 10 mètres par 10 mètres. C'est le cas. Elle fait 10 mètres par 10 mètres. On a pris, dans d'autres projets, on avait récolté à la main. Cette fois-ci, on avait pensé à notre affaire dès le départ. On s'est dit, on va récolter avec une machine. Donc, chacune des 108 parcelles, on a fait 2 passages de récolteuse. Donc, ça faisait là, 30 mètres carrés de parcelle. Pas 30 mètres, 30 mètres carrés de parcelle, mais ça faisait une surface de 30 mètres carrés, justement, qu'on récoltait pour arriver à nos rendements. Cette diapo-là est peut-être un petit peu plus difficile là, à digérer, mais en gros, quand on fait des projets comme ça, après ça, on passe ça dans une espèce d'analyse statistique qui permet de dire que si on refaisait le projet dans les mêmes conditions, on serait supposé arriver au même résultat. Donc, là-dedans, il y avait 3 interventions. Il y avait le travail de sol, irrigation, engrais. Donc, est-ce que le travail de sol a eu un impact significatif ou différent d'un travail à l'autre sur le rendement? Oui. L'irrigation aussi, qu'on ait irrigué en production, en végétation ou pas du tout, il y a une différence. Il n'y a pas eu de différence pour l'engrais. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas mettre d'engrais dans les bleuetières, mais dans ce cas-ci, qu'on ait mis de l'engrais en végétation, qu'on ait mis en végétation, production ou pas, ça n'a pas fait de différence. Mais le site était quand même assez bien riche. C'est pas ma plus belle phrase, mais il y avait une bonne fertilité.
Je ne suis pas en fertilité, je suis en fertilité, ouais. En fertilisation. On y participe tout un peu des... Si je traduis le reste du tableau, travail fois irrigation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par exemple, le travail du sol avait été différent selon la régie d'irrigation, non. Si, finalement, selon mes traitements d'engrais, puis mon travail de sol, il y aurait eu une réponse différente, c'est un peu plate, c'est non aussi. Puis surtout irrigation engrais, j'aurais aimé ça que... Bien, j'aurais aimé ça, on ne peut pas dire ça, on est supposé être totalement objectif dans les essais qu'on fait. Mais je ne vous compte pas de menterie, puis là, ben, en plus, c'est filmé. Fait que ça veut dire que peu importe qu'on ait mis de l'engrais irrigué ou pas, bien, on n'a pas amélioré l'efficacité des engrais, mais de toute façon, la réponse de ce site-là, l'engrais, n'avait pas un grand potentiel de s'exprimer. Donc, je vais arrêter avec cette diapo-là, mais c'était pour vous montrer que tout ça, c'est sérieux. Donc, ah oui, il y avait celle-là. Je voulais vous dire que ben, c'est un peu difficile quand même de faire des essais en bleuetière parce que c'est très variable. Donc, on fait des essais, mettons, en pommes de terre aussi, ou les fraises, tout ça, puis c'est... Comme un plant de fraises, c'est presque... En fait, c'est toutes des clones. Génétiquement parlant, sont presque toutes pareilles. Tandis que les... Bon, j'apprends rien, bleuetières, c'est il y a différents communautés ou qui ont une génétique différente. Fait, ici, c'était l'exemple d'un champ, d'un projet qu'on avait fait à Saint-David-de-Falardeau, où le champ là, fait 900... Mais la parcelle faisait 900 pieds de long par 240 pieds de large. Puis là-dedans, les couleurs, enfin, on avait fait plusieurs points de récolte, encore une fois. Donc, les points rouges, ça correspond là, à peu près à 100 kg/hectare, tandis que le point bleu maximum est à 12 000 kg/hectare. Quand on arrive à quelque chose d'aussi variable, il faut vraiment que les différences de rendement qu'on mesure soient grandes pour que, justement, la lignée statistique sorte quelque chose de significatif. Pour ça, je vous disais, c'est un petit peu difficile de faire des essais, pas spécifiquement à Saint-David-de-Falardeau, mais dans les bleuetières en général. Ça prend vraiment beaucoup de répétitions, puis ça prend c'est ça. C'est peut-être un peu plus difficile que dans d'autres productions. Fait que si on prend les trois travails de sol, on n'a aucun travail, on a la piqueuse puis la trancheuse, mais la piqueuse, aucun travail. Enfin, on n'a pas de mieux au rendement que la piqueuse, mais on ne peut pas dire qu'on a amélioré le rendement non plus, parce que deux lettres pareilles, ça veut dire que, statistiquement parlant, c'est pas différent. Donc, on arrive à quelque chose entre 5 500 et 6 000 kg/hectare, tandis que la trancheuse, mais vous avez vu sa photo, on a diminué le rendement de 25 %. Si jamais vous voyez un avantage à la trancheuse, vous pourrez m'en parler à midi. Mais dans ce cas-ci, on a diminué les rendements de 25 %. L'irrigation, le traitement non irrigué, on est arrivé à peu près en moyenne à 4 000 kg/hectare. Le traitement irrigué, juste en production, on est arrivé là, un petit peu plus que 5 000, ce qui fait 24 % plus de rendement. Et irrigation en végétation et production, on arrivait là, à quelque chose d'un petit peu plus élevé, là, que 6 500 kg/hectare. Donc 40 % plus que le traitement non irrigué. Ça, c'était les différences de rendement qu'on a mesurées là, dans nos 108 parcelles. Donc, on comprend que les 108 parcelles, 108 divisé par 3, ça fait 36. Fait que le sans irrigation représente la moyenne de 36 parcelles. Et chacun, en fait, des bords représente 36 parcelles. Ce qu'on a mesuré aussi, on a mesuré la biomasse. En fait, tout ce qui dépassait là, du sol à la fin de la saison 2021. On n'a pas tout coupé parce que sinon, on n'aurait pas pu récolter de fruits l'année d'après. C'est ce que Guy nous a dit. Ne coupez pas tout parce qu'il n'y en aura plus. Fait qu'on s'est dit, on va faire un petit carré de 30 cm par 30 cm. Fait que dans chacune des 108 parcelles, on a tiré un cadre, si on veut, puis on a mesuré la biomasse. On a fait sécher ça. Puis on a, bon, encore là, aucun travail. C'est un peu la régie témoin. Donc, autant c'est elle que la biomasse, puis la hauteur la plus élevée, la hauteur du couvert végétal. La piqueuse, on voit qu'on a affecté, ici, c'est pas encore analysé statistiquement, mais la piqueuse, on voit qu'on dirait qu'il y a une tendance là, à la baisse, tant la biomasse que la hauteur des plants. Et la trancheuse, mais c'est pas une surprise, on a vraiment coupé en deux la biomasse, puis on a quand même coupé pas mal la hauteur. Ce que je trouve intéressant, je vous montrais tantôt le petit bonbon là, qui ressemblait, en fait, le truc rond qui ressemblait à un bonbon sur une photo. Ici, on a du 1er juillet au 15 juillet 2021. C'est la température de sol à 8 pouces de profondeur. Donc, la courbe bleue, c'est la trancheuse, donc il fait un peu plus chaud. La piqueuse, elle se retrouve un petit peu au centre. En fait, c'est vraiment là, des températures mesurées aux 5 minutes dans le petit bidule. Et le plus frais, c'était aucun travail. Mais on le voyait, la trancheuse, ça a comme inhibé la croissance là, des feuilles ou des plants au milieu. Fait, en fait, ça a augmenté la température du sol. Je ne sais pas si c'est dans ce cas-ci, c'était pas. En tout cas, ça ne s'est pas traduit en avantage nécessairement, mais juste nos trucs de sol, de température, même on mesurait un effet de la trancheuse. Tantôt, je montrais la différence là, de la biomasse avec le travail du sol. Maintenant, c'est la même chose, mais avec l'irrigation.
Donc, le sans irrigation et l'irrigation production en 2021 était pareil, parce que finalement, irrigation production, on n'irriguait pas en végétation. Donc, c'est bien qu'ils soient assez semblables les deux, parce que ça aurait été difficile à vous expliquer pourquoi. Mais je ne l'aurais peut-être pas montré non plus. Tandis que l'irrigation, végétation et production, non, c'est pas vrai. J'ai tout. De toute façon, il va y avoir un rapport qui va sortir, puis tout ça va être dedans. Biomasse, on voit qu'elle est plus élevée, irriguée. On passe là, de pratiquement une fois séchée là, à 23 grammes versus 15 grammes là, dans le... En fait, c'est difficile d'associer une biomasse à un rendement, mais il reste que c'est ce que le plant a produit en biomasse. C'est une façon de mesurer une différence des traitements. Déjà, à la fin de l'année 2021, il y avait une différence sur ce que le plant a pu produire en termes de végétation. Je vais vous montrer quelques exemples de systèmes d'irrigation qui ressemblaient un petit peu plus à ce qui pourrait être dans un champ de bleuetière. Pas un champ de bleuetière, mais une bleuetière. Canon avec enrouleur, oui. Ça serait juste pour le stress hydrique seulement, parce qu'on ne peut pas... Quelqu'un qui voudrait faire de la protection contre le gel des fleurs au printemps ou même la protection des fruits à l'automne pour le marché frais, ça ne marcherait pas. Donc, un canon rouleur, mais c'est quelque chose qu'on peut déplacer d'un champ à l'autre. Généralement, on dit qu'un canon, c'est bon pour 40 à 50 arcs, parce qu'à un moment donné, il faut revenir au premier champ qu'on a fait. Puis ça prend un certain temps aussi. C'est un enrouleur en fait, c'est une grosse bobine, donc le tuyau est enroulé dessus. On envoie le canon à l'autre bout, puis tranquillement, ou plus ou moins tranquillement, la bobine tire sur le canon, puis c'est comme ça que le champ est irrigué. Ça, tout le monde a déjà vu ça, des tuyaux d'aluminium. Ça permet de lutter, en fait, de la protection contre le stress hydrique, mais aussi la protection contre le gel. C'est juste tannant parce que les tuyaux sont dans les jambes, mais ils peuvent se déplacer d'un champ à l'autre. Et il y a, je dirais, le moins tannant parce qu'on ne s'enfarge pas dedans, mais il reste que, bon, c'est un peu plus dispendieux aussi, là, mais des tuyaux enfouis là, qu'on peut mettre avec des trous pour mettre les gicleurs. Je ne parlerai pas des prix des différents systèmes. Je pense qu'un distributeur de matériel ou d'équipement serait mieux placé que moi pour le faire, mais vous pouvez penser que celui-là est plus cher que le canon. J'aimerais vous parler de 10 choses à retenir quand on parle de gestion de l'eau, d'irrigation, ou même quand on va se rendre pas jusqu'à l'irrigation. Je dirais que la première, je n'ai pas le monopole de la vérité, là, justement, c'est diversifier les sources d'information. De connaître ses sols. Chaque sol a une capacité de rétention en eau qui est différente. Aussi, est-ce qu'il y a de la compaction qui pourrait affecter là, l'enracinement ou finalement la vie dans mon sol. Comprendre le système culturel en place, c'est peut-être un peu plus simple dans une bleuetière, mais dans certains cas, des fois, quand il y a un paille de plastique dans des fraises, des trucs comme ça peut affecter l'efficacité de la pluie, affecter l'efficacité de l'irrigation. Mais il reste que juste pour déterminer une durée d'irrigation qui est pertinente, bien, déjà d'aller voir c'est quoi ma profondeur racinaire. C'est un peu ce que je veux dire par comprendre le système culturel. Valider la pertinence d'adopter l'irrigation. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Autant la pertinence agronomique, mais aussi, en fait, que je traduirais en vulnérabilité au stress hydrique. En fait, à quelle vulnérabilité la bleuetière ou le champ en question est exposé. Il y a des façons de le mesurer, mais aussi la pertinence économique. S'assurer que l'approvisionnement en eau est suffisant. Puis là, on parle de volume, on parle de qualité, mais on parle aussi de réglementation là, qui peut couper quand même assez vite le volume que vous pouvez prélever. Choisir le bon système d'irrigation. Si vous avez un objectif de pas... Si votre objectif, c'est de la protection contre le gel, bien, c'est sûr que des canons, ça ne marche pas. Mais si la protection contre le gel, vous, ça ne vous intéresse pas, bien, peut-être que finalement, justement, un canon, ça peut être intéressant. Ou justement, si votre vulnérabilité au stress hydrique est assez faible, que c'est une fois de temps en temps ou certains champs là, qui auraient besoin d'un coup de main ou d'un coup d'eau, bien, un système mobile pourrait être intéressant. J'ai pas parlé d'outils, bien, j'ai parlé de sonde TDR, mais utiliser des outils à la décision. Je pense que si on... D'acheter un outil à la décision, ça vient avant de s'acheter un système d'irrigation. Un tensiomètre, ça coûte à peu près une centaine de piastres, le moins cher. Puis ça, déjà, ça va nous aider beaucoup. Si on a pris la décision d'irriguer, il faut trouver une consigne qui est adéquate. Il faut aussi mesurer la performance du système d'irrigation, parce que ce système-là, ça se peut finalement qu'il ne soit pas très performant, puis il y a des façons de mesurer ça aussi. Et de déterminer une durée appropriée, parce que selon les systèmes, on dit, bon, bien, cette personne-là irrigue pendant 1 heure, mais si on ne connaît pas le débit de ce système-là, bien, on n'est pas plus, on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut en termes de volume d'eau appliqué. Donc, en conclusion, c'est un peu plate, mais chaque système culturel est unique. Fait qu'on ne peut pas dire est-ce que c'est pertinent d'irriguer le bleuet, mais il faut se poser la question plutôt est-ce que c'est pertinent d'irriguer le bleuet dans le contexte dans lequel je le produis.
Et ce n'est pas l'irrigation qui augmente le rendement, mais je dirais que c'est plutôt le stress hydrique qui diminue. Donc, l'irrigation est un moyen de diminuer la vulnérabilité au stress hydrique d'une bleuetière. Mais on souhaitait avec ce projet-là de voir est-ce que le travail du sol pourrait être aussi une façon de diminuer cette vulnérabilité-là. Puis dans ce cas-ci, on n'a pas réussi là, à le démontrer. Et il va y avoir une analyse économique au projet. Elle est en cours, elle n'est pas terminée. Partenaire de réalisation et mon équipe à l'IRDA, Pierre-Olivier, que vous connaissez là, de la région, Bleuet Boréal Normandin, Guy, qui nous a, j'allais dire, un peu enduré parfois, et qu'on a un peu enduré aussi parfois, mais des blagues. Et Turf Canada, qui ont été curieux de voir qu'est-ce que ça pouvait faire dans une bleuetière, leur équipement, et ça a été financé par le programme Innovation. J'ai presque terminé. Pour ceux qui voudraient faire des diagnostics de performance d'irrigation, caractériser leur sol, il y a un guide d'irrigation qui existe, même si vous n'irriguez pas. Ça permet justement de caractériser votre sol, en savoir un peu plus quel système existe, les différents outils à décision, la réglementation. On a fait aussi un projet 2015-2018 là, que j'ai brièvement montré, là, l'Ascension, puis à Saint-David-de-Falardeau, qui portait sur l'irrigation, puis aussi, est-ce que dans le futur, ça va être plus ou moins... pas difficile, mais plus. Est-ce que finalement ça va être encore plus risqué? Est-ce que le stress hydrique va être plus élevé dans le futur? On en a fait un aussi en 2019 sur comment on pourrait diminuer la variabilité d'une bleuetière. On n'y est pas arrivé. Fait que sur le site de l'IRDA, vous avez ces rapports-là. Et le présent projet qui va se terminer là, est terminé, mais le rapport va être déposé en avril 2023. Donc, j'ai terminé.